Mesdames, Messieurs, amis téléspectateurs, bonjour. Vous avez dû constater que samedi dernier, je n'ai pas fait de direct parce que je voulais laisser le temps passer pour que je vienne vous voir après tous les tumultes que nous avons connus au niveau des élections. Vous avez remarqué aussi que depuis quelque temps, la maladie gagne du terrain. N'oubliez pas de mettre le masque. N'oubliez pas de respecter les distances. N'oubliez pas de vous laver les mains. N'oubliez pas de ne pas faire trop de caresses. Ce sont les règles qui permettent d'éviter la propagation de la maladie. Alors, ceci étant dit, revenons à l'essentiel. Les urnes ont rendu leur verdict. Tout d'abord, l'élection présidentielle, et je prends particulièrement ce qui s'est passé en Guadeloupe. Au premier tour des élections présidentielles, le candidat qui a retenu l'attention des Guadeloupéens, c'était M. Mélenchon, qui a obtenu la majorité des suffrages. Mais il a obtenu la majorité des suffrages en Guadeloupe et dans l'outre-mer d'une manière générale. Pourquoi? Parce que tous les gens étaient remontés contre le président sortant, M. Macron. Mais l'outre-mer n'est pas la France, totalement. La France, c'est l'Hexagone. Nous sommes disséminés un petit peu partout sur l'océan Atlantique, l'océan Pacifique, l'océan Indien, mais nous ne comptons pas réellement. Et les Français de France ont mis M. Macron en haut au premier tour et encore plus haut au deuxième tour. À la proclamation des résultats du deuxième tour, M. Mélenchon a joué au poker menteur et a dit le troisième tour, c'est l'élection législative. Et si vous voulez battre M. Macron et que vous me fassiez élire, pas nommer, parce que c'est le président qui nomme, on n'élit pas le Premier ministre. Hein. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, si vous voulez me faire élire Premier ministre, votez pour mon groupe. Et il s'est lancé à des contacts à droite, à gauche, et finalement, il a monté un groupe pour aller aux élections législatives. La NUPES, qui regroupe les communistes, les socialistes, les hommes de la nature, les écologistes, et son propre parti, la France insoumise. Au premier tour, nous avons constaté que le projet de M. Mélenchon avait pris du plomb dans l'aile parce qu'il n'a pas obtenu ce qu'il escomptait la majorité des élus de son groupe. Et au deuxième tour, finalement, alors que Mme Le Pen n'a fait pratiquement pas de campagne pour les législatives, son parti a obtenu 89 sièges. Le président Macron et son groupe d'associés ont obtenu 245 sièges et le reste a été partagé par les autres. Alors, il faut bien comprendre que la globalité des élus aux députés est de 577 sièges. Le président Macron a obtenu 245 sièges. Alors, contrairement à ce que les gens racontent et que les journalistes répondent comme des perroquets, Macron a perdu, Macron n'a pas perdu. Macron a gagné les élections législatives,
par 245 sièges sur 577. La majorité absolue était de 289 sièges. La moitié de 277, donc c'était 288. Macron n'a pas obtenu 288 pour avoir la majorité absolue, qui est de 289, mais il a la majorité, ce qu'on appelle relative. Il a le plus grand nombre de voix. Son groupe a le plus grand nombre de voix. Alors retenez que, contrairement à ce qu'on dit à longueur de journée à la télévision, Macron n'a pas perdu les élections législatives, il a gagné les élections législatives par 245 voix sur 577. Et que, contrairement à ce qu'on disait, M. Mélenchon, élisez-moi Premier ministre, ce n'est pas le peuple qui élit le Premier ministre. Le Premier ministre, selon l'article 8 de la Constitution que j'ai ici, voilà la Constitution française, cela s'appelle la loi fondamentale. Il n'y a que dans ça qu'on dit la réalité des choses. Alors, je me suis replongé dans ce livre, la Constitution française, que j'ai connu en son temps quand j'étais étudiant en droit et que je m'étais particulièrement intéressé à l'histoire des institutions. Et j'ai eu deux grands professeurs, un métropolitain et un guadeloupéen. On peut considérer Paris comme un guadeloupéen. Alors il y avait monsieur le métropolitain qui est venu de Bordeaux, Mirande. Mes condisciples de Visieux, je rappelle certainement de Mirande, professeur de droit public. Et il y avait M. Paris, que personnellement je considère comme un Guadeloupéen, puisqu'il a été, après avoir été professeur de droit, directeur général de la Chambre de commerce de Pointe-à-Pitre. Et ces deux professeurs qui me recevaient régulièrement quand j'avais besoin de connaître quelque chose de plus, ils me disaient, mon Pierre, vous avez compris le droit, et personnellement, j'aurais souhaité que vous réussissiez, puisque vous êtes un orateur. Ça, c'est Mirande qui me l'avait dit, le professeur de France. Et par la suite, Paris, qui était directeur de la Chambre de commerce, m'a nommé à la Chambre de commerce pour former les futurs transitaires. C'est moi qui étais responsable pour la formation au CENSI. Et c'est M. Paris qui m'avait nommé. Et j'ai la nomination de Paris, je peux vous présenter à n'importe quel moment. Alors, tout ceci pour vous dire que selon la Constitution française, et contrairement à ce qu'on dit en Périgord, le président Macron a en main tous les pouvoirs. Il peut dissoudre l'Assemblée nationale s'il le veut, mais il y a une restriction qui est mise, il ne peut pas dissoudre plus de 2 fois dans l'année. Pas dans l'année, dans la session parlementaire. Or, il y a 2 sessions parlementaires dans l'année. Donc, au cours des sessions parlementaires, il ne peut dissoudre que 2 fois. Il peut dissoudre en ce qui concerne les finances. La loi des finances, il peut dissoudre s'il n'y a pas d'entente, il peut dissoudre et il peut prendre un arrêté de dissolution de l'Assemblée nationale et renvoyer tout le monde au vote. C'est lui seul qui peut le faire. Et les parlementaires, eux, de leur côté, ils peuvent rejeter un texte du président de la République. Et quand ils refusent un texte du président de la République, le Premier ministre peut présenter la démission de son gouvernement. Peut. Mais il n'est pas obligé, hein? Il peut. Et comme ça s'est passé pour Mme Borne, quand les élections ont eu lieu et que la mandature commence, elle a présenté au président de la République sa démission qu'il a refusée.
le président de la République aurait pu accepter la démission et ensuite la renommer. Il n'a pas fait cette procédure. Il a refusé purement et simplement la démission de Mme Borne et la démission du gouvernement de Mme Borne. Et c'est ainsi que notre compatriote ministre de la Mer est resté en place jusqu'à nouvel ordre. Et là aussi, je vous dis que c'est le président de la République seul qui peut décider. S'il décide de garder les ministres qui ont été battus aux élections législatives, il peut le faire. Il n'y a aucun texte de la loi qui l'y oblige. Il n'y a que la Constitution qui compte, ça, ce livre-là. La Constitution ne prévoit pas que le président de la République est obligé de remplacer les ministres qui ont été battus aux élections législatives. C'est une forme, c'est une procédure, c'est une décision, mais pas une décision législative. Ça n'est pas de la loi. Donc le président de la République peut très bien garder les 3 personnes qui ont été battues, dont Mme Bénin, qui d'ailleurs va représenter la France la semaine prochaine au Portugal dans un grand congrès mondial sur la mer. Alors si la Guadeloupe a perdu quelque chose, c'est ce poste de ministre. Si jamais le président de la République décide de retirer ce poste à Mme Bénin, c'est le président seul qui décide. Donc il a tous les pouvoirs en main, contrairement à ce que les gens pensent. Alors précisément, comment on obtient une loi? Alors il y a deux possibilités. Soit c'est le gouvernement qui prépare un texte, et le texte en question est un projet de loi. Un projet de loi qui est d'origine du gouvernement. C'est le président de la République et le président de la République qui dit à ses ministres, voilà, on va faire telle chose, je prévois de faire telle chose dans mon programme, alors préparer un texte et nous allons le soumettre à l'Assemblée nationale pour le voter. Mais le texte doit passer en priorité au niveau du Conseil d'État qui doit examiner si tout ce qui est prévu dans le texte est conforme à la Constitution. Si le texte n'est pas conforme à la Constitution, le Conseil d'État le rejette. Le Conseil d'État. Ensuite, ce texte est présenté au Parlement, d'abord à l'Assemblée nationale et ensuite au Sénat. Alors, d'abord à l'Assemblée nationale, les parlementaires l'examinent, apportent des amendements, ce que nos parlementaires peuvent faire, s'ils sont présents et s'ils sont conscients du rôle que nous leur avons confié. On leur a donné mandat pour nous représenter. Et si un texte arrive à l'Assemblée nationale, après avoir pris lecture de ce texte et qu'ils constatent qu'il y a des éléments qui sont défavorables à la Guadeloupe, ils doivent le dire. Ils doivent l'écrire sous forme d'un amendement. Et l'amendement en question est présenté à la commission des lois, et la commission des lois doit accepter ou rejeter l'amendement. C'est comme ça que ça se passe. C'est ça la loi et ce qui est prévu dans la Constitution. C'est ce qui est prévu dans la Constitution. Alors nos élus, ils doivent respecter le mandat qu'on leur a donné. Nous voyons un document qui a dit, bon, c'est, par exemple, pour le truc sanitaire, il faut faire comme ça, ben, si vous êtes réellement conscient de ça, et le rôle que vous devez jouer, on doit dire au moment où vous présentez le texte, ça, en pas d'accord. En pas d'accord pour la Guadeloupe, en pas d'accord pour la Guadeloupe, en cas de ça, en pas d'accord. C'est passé. Il est passé, mais moi, en tant qu'élu représentant la Guadeloupe, on va dire en pas d'accord. C'est ça. Pas des affaires, on va voir, non. C'est soit on va dire oui, soit on va dire non. Et si vous voulez faire une petite modification, on va faire ça en amendement, qu'on va écrire, qu'on va présenter à la commission des lois, et la commission des lois va examiner l'amendement là, et on va faire voter en les amendements
comme c'était M. Macron qui avait la majorité absolue dans l'ancienne mandature, on pouvait accepter ou rejeter tous les amendements qu'on voulait, dès lors que le gouvernement n'était pas d'accord. Mais maintenant que les choses ont été élargies à un plus grand nombre de députés d'opposition, donc on peut espérer que les amendements qui seront présentés par nos élus seront examinés avec beaucoup plus d'attention. Parce que étant donné que le président n'a pas la majorité absolue, il lui fait faire des accommodements avec d'autres élus, avec ses propres élus députés, pour obtenir un vote qui lui soit favorable. Alors, ça c'est le premier point. La proposition de loi, le projet de loi est présenté par le gouvernement. Et de l'autre côté, pour faire la loi toujours, il y a ce qu'on appelle la proposition de loi. Et la proposition de loi émane des parlementaires. Ça peut venir de l'Assemblée nationale, tout comme ça peut venir du Sénat. Ce sont des propositions de loi qui font le même cheminement, envoyées au Conseil d'État qui examine si ça répond aux règles de la Constitution française, et ensuite ça passe devant les parlementaires, d'abord à l'Assemblée nationale, puisque l'Assemblée nationale est prioritaire sur le Sénat. Donc les députés examinent le texte. Si le texte est accepté ou rejeté, ça va ensuite au Sénat. Les sénateurs l'examinent et les sénateurs peuvent aussi accepter ou rejeter. Si c'est accepté à l'Assemblée nationale et que le Sénat n'est pas d'accord, il est constitué ce qu'on appelle une commission mixte paritaire, qui est composée de moitié députés et moitié sénateurs. Tous ces gens-là se réunissent, examinent le texte en entier et essaient de recréer un texte qui va passer non pas au Sénat, mais à l'Assemblée nationale. Si le texte est présenté à l'Assemblée nationale, le nouveau texte qui a été reconstitué par le Sénat et l'Assemblée nationale, le texte passe et ça devient loi. Et quand c'est devenu loi, ça doit aller encore devant le Conseil constitutionnel pour sa promulgation. Et le Conseil constitutionnel peut aussi dire qu'on n'est pas d'accord avec ça, si le député a là, ça qui n'est pas bon, on va tirer ça. Et on peut faire revoter le texte à la suite de la censure du Conseil constitutionnel sur certains textes. Voilà. C'est ça la Constitution française qu'a dit. Et nous sommes tenus de respecter les règles édictées par la Constitution française. Alors maintenant que nous avons un petit peu chamboulé les choses, je vous rappelle qu'à la suite de l'élection présidentielle où Mme Le Pen avait obtenu la majorité en voix en Guadeloupe, tous les gens pensaient qu'avec la majorité de Mme Le Pen pour les élections législatives, elle va faire la razzia en Guadeloupe. Je me souviens d'être venu ici même dire, première parole, on a dit, messieurs et dames, pont dissous pas pède. Et m'a persuadé que Mme Le Pen peut que ni pont élu en Guadeloupe. Et qu'est-ce qui est passé? Madame Le Pen n'a reconnu élu. Même si le jeune représentant de Mme Le Pen avait quelques espoirs au premier tour, mais les Guadeloupéens se sont rappelés les mauvaises paroles d'une part de M. Le Pen et d'autre part de sa propre fille, Marine, sur les Guadeloupéens et sur, d'une manière générale, les gens d'outre-mer, allant même à qualifier Madame Taubira, qui était garde des Sceaux, ministre de la Justice, comme n'importe quoi. Donc les Guadeloupéens se sont ressaisis et ont rejeté la candidature du représentant de Madame Le Pen. Ça, c'est la réalité. Et nous avons encore des choses à voir bientôt, mais pas tout de suite. Dans 2 ans, ce sont les élections
européenne, donc on peut déjà commencer à réfléchir là-dessus, quelle coalition qu'on peut faire pour qu'on ait un élu autre que celui qui a été qualifié pour le compte du Rassemblement national, qui était à l'époque Front National, et qui ne brille pas tellement au Parlement européen. Je suis un ancien collaborateur du Parlement européen et je peux vous assurer comment les choses se passent. J'étais membre du Conseil européen d'information parlementaire, désigné par M. Jacques Delors, mon patron à l'époque, et j'ai bien vu comment les choses se passent. C'est pas un élu comme la dame qui nous représente au Parlement européen qui peut avoir un poids quelconque. C'est niet, c'est rien du tout. Alors, voilà comment les choses se sont passées. Donc maintenant, la sérénité revient progressivement en Guadeloupe. Il n'y a plus de conférences, il n'y a plus de tapage nocturne avec des décibels qui sont dispersés par des camionnettes, des orchestres ambulants, quoi. Maintenant, c'est fini. On est revenu au calme. Et même les petits oiseaux sont contents, puisque maintenant, ils peuvent dormir davantage, parce qu'ils ne sont pas interrompus dans leur sommeil par ces décibels, des gros décibels. Plus gros, plus c'est on parle là avec des autres, mieux ça valait pour que ça porte loin, pour pénétrer les esprits. Mais malgré tout, les esprits des Guadeloupéens ont été imperméables et le Front National n'a aucun élu. Le Rassemblement National, il a dit que, contrairement à ce qu'a dit Mme Le Pen, que le Front National, elle va enlever le Front National pour donner le Rassemblement National. Le Rassemblement National, c'était l'appellation originelle du Front National. Je vais le démontrer ici, je vais vous expliquer qui était le fondateur du Front National et qui avait donné au départ l'appellation Rassemblement National et qui avait pour collaborateur M. Jean-Marie Le Pen, qui avait créé à son tour le Front National, qui avait donné au Rassemblement le nom de Front National. Et Mme Le Pen, qui est venue dire, pour la rendre plus crédible, elle enlève le Front National, qui avait une réputation malsaine, en Rassemblement National. Elle n'a rien fait d'autre que de revenir au nom d'origine du mouvement, le Rassemblement National. Et là encore, je vous dis que pont dissous pas pète, comme disaient les vieux. Je ne me considère pas vieux, je me considère comme un monsieur âgé, j'ai 80 ans. Mais les bonnes paroles des anciens restent gravées dans ma tête. Et je vous l'ai déjà dit, en Guadeloupe, il y avait deux courants politiques. Il y avait la droite, qui était représentée à l'époque par le Parti socialiste, la SFIO, dont le leader était l'ancien maire de Pointe-à-Pitre, et la gauche, qui était représentée par le Parti communiste guadeloupéen. C'est soit tu es communiste à gauche, soit tu es socialiste à droite. Et progressivement, on a vu évoluer les choses. Il y a eu l'arrivée du Parti radical socialiste, il y a eu le Parti socialiste radical, même s'est scindé en deux mouvements, le radical de droite et le radical de gauche. On a vu arriver les indépendantistes, la pensée indépendantiste. Ensuite, on a vu même pointer le nez le Front guadeloupéen pour l'autonomie.
Et je rappelle que j'étais l'un des trésoriers du Fonds guadeloupéen pour l'autonomie, je vous le dis en passant. Et quand M. Lecornu est venu dire ici qu'il est souhaitable que nous prenions l'autonomie, j'étais fort étonné, puisque l'autorité française a toujours combattu l'autonomie de la Guadeloupe. Et même le Conseil d'État, quand en 1981, le président Mitterrand, avec son ministre de l'Intérieur, Gaston Defferre, avait créé la loi de décentralisation et avait proposé pour la Guadeloupe une assemblée unique, eh bien le Conseil d'État a rejeté le vote de l'Assemblée nationale en indiquant que les autorités accordées au département d'outre-mer ne lui permettent pas de devenir une assemblée unique, que par conséquent, les Guadeloupéens ne peuvent pas avoir plus de droits que les originaires français de France. Si on nous avait donné une assemblée unique, c'est qu'on considérait que nous sortions de la légalité française. Et le Conseil d'État a rejeté le vote de l'Assemblée nationale, dont le ministre Emmanuel Ly avait conduit les débats pour que nous ayons l'Assemblée unique en Guadeloupe. Et je vous rappelle que les personnes qui ont combattu l'Assemblée unique sont notamment M. Bernier, l'ancien maire de Saint-François, Lucien Bernier, associé à Mme Michaud-Chevry, Lucette Michaud-Chevry, qui ont constitué une liste pour saisir le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel contre l'Assemblée unique. C'est ça la réalité. Autrement, depuis 1982, nous aurions eu une Assemblée unique qui aurait été dirigée par les Guadeloupéens au bénéfice de la loi de décentralisation qui, malgré tout, avait accordé une certaine autorité légale aux élus guadeloupéens, si bien que les budgets départementaux, régionaux et communaux étaient décidés par les élus, exécutés par les élus, et seulement a posteriori, le préfet examinait ces budgets, et si les budgets n'étaient pas conformes au niveau de leur exécution, le préfet a la possibilité de saisir la Cour régionale de comptes pour contester les budgets et leur exécution. C'est ça la réalité. Mais nous avions cette possibilité de faire. On a eu des droits qu'on a peut-être mal exploités. Et là, maintenant, que les choses recommencent par une nouvelle mandature parlementaire, c'est nous qui devons exiger de nos parlementaires à nous défendre selon nos intérêts. Voilà, mesdames, messieurs, ce que je vais vous dire aujourd'hui. Je ne voudrais pas être plus long puisque l'émission arrive à sa fin. Rappelez-vous simplement ce que je vous ai dit, contrairement à ce qu'on raconte et qu'on répète à longueur de journée, le président Macron n'a pas perdu les élections législatives, il n'a pas obtenu la majorité absolue, mais il a gagné les élections législatives par le nombre de sièges que ses représentants ont obtenus. Voilà. Alors, il y a eu un terrible accident à Goyave avec des morts, une fois encore. Monsieur le préfet n'a pas pu faire autrement que de demander aux forces de gendarmerie et de police d'être encore plus vigilants. Et il y a eu des contrôles qui ont révélé que sur 40 personnes contrôlées, 12 grosses infractions. Il y a même eu une saisie de véhicules. Alors c'est pour vous dire qu'en Guadeloupe,
on parle, on donne des conseils, mais c'est comme si on avait pissé dans un violon. Le résultat est que nous perdons des êtres chers sur la route inutilement. Alors, si j'ai une recommandation à vous faire, respectez la route, partagez la route, évitez de faire des infractions en excès de vitesse. En excès de vitesse. Vous devez rouler à 90, pas ni pour raison encore rouler à 130. Vous voyez sur un panneau 70, vous roulez à 70. Certains endroits, c'est marqué 50, vous roulez à 50. Mais les gens sont un petit peu perturbés dans leur tête. Ils sont pressés, ils sont toujours pressés, ils sont toujours pressés. Résultat, cimetière. Bon, à vous tous, mesdames, messieurs, il y a une petite pluie qui est tombée dans la nuit, là, dans la matinée, très tôt ce matin. Donc les routes sont nécessairement un petit peu glissantes. Faites attention. Nous sommes en vacances. Le solstice d'été a eu lieu hier. Mais on vous autorise à aller à la plage. C'est un permis qu'on vous donne. Vous n'êtes pas obligé de faire n'importe quoi. Bon, à vous tous. Et à samedi prochain dans le cadre du Forum libéral.